Bienvenue à cette nouvelle capsule divertissement, toujours en compagnie de Jocelyne Cauvier. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des biais cognitifs. Effectivement, c'est intéressant pour ceux et celles qui ont vu d'autres capsules, par exemple sur la personnalité et l'effet Barnum. On en a un petit peu parlé au niveau de l'effet Barnum qui est un biais. En fait, on aurait pu faire une capsule pour chaque biais cognitif, mais là, il fallait faire un résumé. Ouais, tu me disais qu'il y en a 180, fait que Ouais. je pense qu'on n'aurait pas fini. Ouais, 180 biais cognitifs de référencés. Il y a même d'autres sites qui parlaient de plus de 200. C'est quoi en fait un biais cognitif? C'est une déviation de la pensée logique et rationnelle. Parce que notre cerveau, on est convaincu que dans toutes les situations de la vie, on est très rationnel, objectif et neutre. On prend des décisions très rationnelles, mais en fait, notre cerveau a certaines tendances. Puis souvent, on se rend pas compte. Donc, c'est ça qu'on a découvert avec l'effet Barnum, d'ailleurs. Effectivement, pour revenir à l'effet Barnum, c'est au niveau, par exemple, des horoscopes, on lit une description très générale, puis on se dit « Ah, mon Dieu, c'est moi, c'est vraiment moi ». Mais en fait, on aurait lu l'autre signe astrologique qui n'est pas le nôtre, probablement qu'on aurait eu le même feeling « Ah, mon Dieu, c'est moi ». Donc, c'est le fait de, quand on lit quelque chose de très général et positif, ça nous appelle, on se dit « Ah, ça me ressemble ». Donc, c'est un biais du cerveau, on ne se rend pas compte qu'on fait ça. Donc, il va être dans la liste. Oui, d'ailleurs, on va commencer parce que tu nous en as sorti une bonne couple, là. Ouais. Ça figure sur 2 pages. On verra pas les 180, mais une vingtaine, j'ai sélectionné les plus courants, si on veut. Puis, je commence justement peut-être avec un des plus courants qu'on voit, le biais de confirmation. C'est considérer seulement les informations qui font notre affaire et toutes les autres informations qui vont pas dans notre sens, ah non, c'est pas bon. Il y a un autre nom pour ça. En anglais, on entend beaucoup le cherry picking, cueillir des cerises. C'est le picorage. C'est vraiment, je vais chercher vraiment ce que je veux. Puis toutes les informations qui vont pas dans mon sens, c'est pas bon. Bien évidemment, c'est pas une bonne façon de faire des recherches parce que si on a une idée qui est fausse, on va rester dedans. On va juste renforcer notre idée fausse. Donc, c'est une tendance qu'on a parce qu'on n'aime pas avoir tort. Tu sais, tout le monde le fait un petit peu. Évidemment, il y a des gens qui le font plus. Et ça, on l'a vu durant la pandémie, durant la désinformation. On voyait sur Internet des gens disons, qui avaient des études sur un sujet médical. Il y avait 900 études qui disaient quelque chose. Il allait chercher l'étude qui disait le contraire, mais que l'étude, finalement, avait été mal faite. Ça, c'est vraiment un biais de confirmation. C'est chercher à prouver ce qu'on croit. Tandis que lorsqu'on fait une recherche sur Internet, on devrait vraiment être neutre et juste chercher l'information. Donc, c'est le biais de confirmation. Aussi, le refus d'un traitement. Il y a des gens qui veulent pas se faire opérer, qui veulent pas de médicaments, qui veulent pas aller à l'hôpital. Ils sont très bons pour trouver des justifications. Ils vont aller sur Internet, trouver le cas en 50 ans qui a mal viré pour justifier « Ah non, tu vois, c'est dangereux ». Le cas sur 1 million ou c'est ça. Ils tiennent pas compte de tous les autres cas, la grande majorité qui ont bien été. Ils vont, parce qu'ils ont besoin d'une justification au fait « je veux pas prendre ce traitement-là ». Exemple, c'est vraiment notre cerveau qui a cette tendance-là. On se sécurise un petit peu de même, puis on reste dans nos idées. On va aller avec un autre, le biais d'ancrage. Ça, c'est notre tendance à se fier à la première information et à la première impression. Puis on a beaucoup de misère. Je dis on, parce que ça nous concerne tout le monde. Un bon exemple, le marketing avant-après. Donc, on va focuser, on ne se rend pas compte, mais on focus sur le prix avant. Et là, on se dit, ah mon Dieu, c'est un beau rabais. Mais peut-être que le prix avant n'avait pas d'allure à la base, mais c'est pas grave, on voit la différence. Et c'est vraiment beaucoup utilisé pour manipuler les consommateurs. Je sais pas, j'ai l'impression de... Je sais pas si ça rentre là-dedans, mais on voit des sites web qui vont afficher, mettons, un article, tu vois son prix barré à gros rabais à côté, là. Ben oui, parce que c'était 100 $ à l'origine, puis vous l'avez 20 $, mais peut-être qu'à l'origine, il était 20. Ben, c'est ça. Mais le 100, tu dis, ah mon Dieu, il y a un gros rabais, il faut que j'en profite. Des faux spéciaux. Tu sais, ça vient nous chercher. Ou par exemple, un autre, le biais d'ancrage, vous rencontrez une personne pour la première fois, elle arrive en retard. Il y a des chances que dans votre tête, ça va être une personne retardataire à vie. Même si la personne avait une bonne raison et arrive à l'heure, tout le reste des rendez-vous, parce que la première impression,
On est très marqué par ça, notre cerveau a cette tendance-là. Ensuite, le biais de compensation morale, le crédit moral. Celui-là va vous faire rire. C'est de justifier ses mauvaises actions par de bonnes actions. Je vais donner des exemples. Vous faites un jogging et en revenant, vous dites, ben tiens, je vais manger du fast-food, je le mérite. C'est vraiment ce biais-là. Ou bien, vous faites un don à une cause humanitaire, à la guignolée, puis après, vous dites, ah ben quand, je vais me gâter, je vais m'acheter telle affaire, je viens de faire un don. On est vraiment dans le biais de compensation morale. Comme c'est dit, c'est un crédit moral. Quand on fait une bonne action, on se dit, ben, j'ai le droit de le faire vu que je l'ai fait. C'est ça. Je suis dû, j'ai un crédit pour faire une mauvaise action ou quelque chose qui n'est pas nécessairement bénéfique pour moi. Donc, c'est ça. Le biais de complaisance. Ça, pour ceux qui travaillent en milieu de travail en équipe, s'attribuer les mérites, les réussites, et lorsqu'il y a un échec, ben c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Là, il y a des gens à la maison sûrement qui vont penser à d'autres personnes parce qu'il y a des gens qui ont une forte tendance à ça. Ils s'attribuent tous les mérites. Un travail d'équipe, c'est eux qui ont tout fait. Ils oublient les autres, mais si ça va pas bien, ils s'en lavent les mains. C'est pas de sa faute. Exactement. Donc, il y a des gens. Et aussi, un autre exemple de biais de complaisance, c'est la fameuse phrase que moi, personnellement, j'ai de la misère, c'est ne pas être né sous une bonne étoile. C'est une phrase que je peux comprendre quand ça va pas bien, mais c'est une phrase que malheureusement qui peut justifier le fait de ne pas agir. Un malheur arrive et on ne se remet pas en question. C'est parce que je suis malchanceux. Mais tu sais, des fois, de se remettre en question, on se dit, OK, ça, j'aurais pu le faire autrement. Donc, c'est un peu ça aussi le biais de complaisance, c'est lorsqu'on a un échec, c'est pas de ma faute. Donc, quand on pense de même, évidemment, c'est difficile de s'améliorer dans la vie. Prochain, le biais de corrélation illusoire. Donc, ça, c'est de voir des corrélations entre deux événements qui, en fait, sont même pas liés ou peut-être qu'il y a un lien, mais on l'exagère vraiment. L'homéopathie. L'homéopathie, je sais que beaucoup de gens croient à ça et je respecte ça. Ça, il va falloir que tu me fasses une courte description parce que j'ai déjà entendu le mot, mais je ne me rappelle pas partout c'est quoi. Le principe de l'homéopathie, c'est qu'on va prendre, disons, une molécule d'un composé, d'une plante, peu importe, et on fait des dilutions. Mais ça vient à un niveau que, par exemple, il reste à peu près l'équivalent d'une goutte du composé dans une piscine olympique. Donc, évidemment, ça ne peut pas agir. Puis même, on a fait des études et des tests, et souvent dans le produit homéopathique, on ne trouvait aucune trace de la molécule. Là, on s'est mis à dire, oui, mais l'eau a une mémoire, que la molécule a déjà été là. En fait, ce que la science nous dit, c'est que ça ne fonctionne pas. Quand ça fonctionne, l'homéopathie, c'est l'effet placebo. Si vous êtes convaincu que vos granules marchent, ça se peut qu'effectivement ça marche. C'est le même principe que si un médecin vous donne une pilule de sucre puis vous dit « tu vas aller mieux », si vous avez une grosse confiance, c'est possible qu'effectivement ça va mieux parce que le cerveau peut libérer des médicaments, des médicaments naturels si on veut. Donc, on peut tous être sensibles à l'effet placebo. Et donc, l'homéopathie, puis je fais une parenthèse, il y a des gens qui vont dire « ouais, mais ça fait pas de mal à personne l'homéopathie si les gens y croient ». Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent de l'homéopathie pour des problèmes graves et se disent « je vais prendre ça au lieu d'aller à l'urgence ». Et là, il y a des choses graves qui arrivent. C'est là le danger aussi de l'homéopathie. Donc, c'est un bon exemple de corrélation. Ou bien, par exemple, j'ai vu un exemple qui m'a fait rire. On mettait une courbe du taux de divorce dans un État et du taux de vente de la margarine. Et les courbes étaient presque identiques. Donc, quelqu'un qui voit ça, il se dit « oh mon Dieu, le taux de divorce est lié à la vente de margarine. » Mais évidemment, marché du beurre, ouais. Non, mais ça fait aucun sens, on le sait. Mais c'est un peu ce que les gens font parfois. Ils vont prendre une courbe au niveau médical, les études, la désinformation, ils vont prendre deux courbes et faire des liens. Il n'y en a pas de lien. Donc, c'est un exemple de corrélation illusoire. Des choses qu'on voit souvent, ça, pareil, circuler beaucoup sur les réseaux sociaux aussi. Oui, bien, il y a beaucoup de choses que vous allez voir, vous allez reconnaître un peu, c'est ça, justement, Internet, réseaux sociaux. Biais de désirabilité sociale. On en fait tous. Donc, on aime bien être accepté des autres. On aime bien avoir leur approbation, surtout à l'adolescence, mais même à l'âge adulte. Tu sais, on ne veut pas être la personne un peu
qui est à part des autres, qui est jugé. Donc, ce biais-là, c'est qu'on a tendance à dire ce que les autres veulent entendre. Puis ça, on le remarque, moi, je vois des fois des gens, puis ça m'arrive de le faire, en public, ils disent certaines choses, et quand tu leur parles en privé, ils disent autre chose. Ils n'osent pas dire leur opinion publique. Et c'est vrai que c'est dur. Si tu arrives dans une salle que tout le monde pense d'une certaine manière, d'aller dire l'opinion contraire, ça demande du courage. C'est pas facile. Est-ce que ça rentrerait là-dedans, le fait que, tu dis de dire ce que les gens veulent entendre, ou si on y va à l'inverse, les gens veulent pas entendre, comme par exemple, je veux pas entendre la vérité. Si on y va à un niveau politique, là, on dit que les politiciens, c'est tous des menteurs, mais tu veux-tu l'entendre, la vérité, toi? Non, c'est ça. C'est effectivement, est-ce qu'on est prêt à entendre les vraies choses? Tu sais, c'est une question qu'il faut aussi... Ça rentre-tu là-dedans? Ben, je dirais que ça va aussi parce qu'en politique, on essaie de plaire à l'électorat et on pense déjà aux prochaines élections en général. Donc, on va dire mais effectivement, est-ce que les gens sont prêts à entendre les vraies choses? Est-ce qu'ils sont prêts à entendre qu'on ne pourra pas faire de réduction d'impôts ou on ne pourra pas aller dans telle direction à cause de... Effectivement, et si le politicien juge ou la politicienne juge que vous n'êtes pas prêt à entendre les choses, ils ne diront pas parce qu'ils vont perdre des votes. Et un autre exemple de ça, ça peut être vous allez chez le médecin vous demande est-ce que vous faites l'exercice? Il y a des chances que si on en fait 3 fois par semaine, on va dire qu'on en fait 5 fois semaine. C'est comme on a peur d'être jugé. Donc, c'est une tendance naturelle que l'humain a. Ou bien que la personne n'en fait pas, ben oui, je fais de l'exercice, pourquoi? Ben, on ne le voit pas. Ben, pourtant, j'en fais. Oui, ou si on en a fait une fois dans l'année, oui, j'en fais régulièrement. Donc, c'est une tendance qu'on a pour ne pas être jugé, finalement. Ensuite, le biais du faux consensus. Ça, c'est croire que les gens sont d'accord avec nous. Mais en fait, c'est pas exactement ça qui se passe. Ça peut arriver que dans un groupe, il y a des gens forcément qui vont penser comme nous, mais pas tout le monde. Et c'est un peu lié à l'autre biais. Si le monde ne dit pas ce qu'il pense, ben ça va renforcer l'idée de la personne qui pense que tout le monde est d'accord avec moi, j'ai la vérité infuse et bon, j'ai toujours raison. Bon, ça, c'est le principe des chambres d'écho sur Internet. Par exemple, le conspirationniste, les gens, ils finissent par bloquer tous les sites qui vont pas dans leur sens et garder seulement les gens qui pensent comme eux ou qu'ils pensent comme eux. Et ils se font une chambre d'écho. Ils entendent juste leurs idées. Ils ne peuvent pas se remettre en question parce que tout ce qu'ils entendent 24 heures sur 24, c'est leurs idées, leurs fausses opinions sur certains sujets. Ou par exemple, on a des gens, des fois, il y a des gens qui ne peuvent pas se remettre en question. On dirait qu'ils sont incapables, ils sont tellement convaincus qu'ils ont toujours raison qu'ils ne sont pas capables de dire « Ah ben c'est peut-être l'autre qui a raison, peut-être qu'il faudrait que je revoie ma position ». Moi, j'adore parler avec des gens qui ne pensent pas comme moi parce que souvent, ça me fait changer un peu ma perspective. Pas toujours, mais des fois, je me dis « Ah, OK, je n'avais pas vu ça de même ». Quand c'est fait dans le respect, oui. Puis que la discussion est saine entre les deux personnes, ben oui, c'est parfait dans ce temps-là. C'est un plus. Moi, je pense que c'est vraiment intéressant de discuter avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Prochain, on s'en va dans l'interprétation des actions, le biais d'intentionnalité. Bon, ça, c'est un automatisme. Vous vous faites couper sur la route. Premier réflexe, OK, c'est un innocent, il a fait exprès. Peut-être qu'il ne vous a pas vu, peut-être qu'il est pressé, il y a quelqu'un de malade à bord, il n'a pas vraiment réfléchi. Donc, on pense que les gens qui font des choses, c'est intentionnel. Un autre exemple, on le dit souvent, à minute que la garantie est expirée, tout se met à manquer, comme si le fabricant faisait exprès qu'après 2 ans exactement, tout se met à manquer. Ceci dit, ça existe. Oui, l'obsolescence. Pas programmée. Voilà. Et le gouvernement, il y a des projets pour interdire justement le fait que les imprimantes, c'est un bon exemple, les imprimantes, après un certain temps, même si elles est en état de marche, qu'elles fonctionnent, vous pouvez avoir un message fin de vie. Je fais la parenthèse parce que si vous la resettez, moi ça m'est arrivé souvent, si vous resettez, vous mettez votre modèle sur Internet d'imprimante et ça va être une méthode du style peser sur stop et play en même temps, 2 fois stop, 3 fois play, un truc du genre. Vous allez la resetter et elle va marcher encore.
Donc, c'est comme une espèce de programme qui est dedans, ou je ne sais pas quoi, qui fait qu'à un moment donné, c'est marqué fin de vie alors que ce n'est pas le cas. Ça va vous éviter de jeter votre imprimante. Moi, ça fait 3 fois que je fais ça avec la mienne. Ça fait que ça va être après combien d'années qu'elle te donnait cette erreur-là? Et puis c'est venu vite. Après 1 an et demi, j'ai eu le premier message. Hey, mais je savais qu'il y avait comme un... Puis je ne l'ai pas pris tant que ça. Je savais qu'il y avait une technique pour de reset, finalement. Mais la majorité des gens ne savent pas ça. Ils vont jeter l'imprimante et en acheter une autre. Donc, il y a une technique sur Internet. Il y a des sites. Mettez votre modèle d'imprimante, puis ça va être indiqué la méthode à faire pour la resetter. Puis, en général, elle se remet à marcher. Ça, oui, malheureusement, il y a des compagnies qui font en sorte qu'on achète des choses plus souvent. Oui, surtout quand les cartouches d'encre coûtent aussi cher que d'acheter une nouvelle imprimante, là. Je pense qu'il y a un problème aussi là-dedans. Autre conseil, si vous achetez une imprimante, premier facteur à considérer, c'est pas le prix, c'est le prix des cartouches d'encre. Parce que quand ils sont pas chers, souvent les cartouches d'encre ne sont pas achetables après. Il faut prendre ça en considération. Puis maintenant, aujourd'hui, on a des imprimantes avec carrément des bouteilles écologiques là, qui sont vraiment qu'on peut remplir, là. Beaucoup moins chères. Donc, c'est des trucs, je suis un peu hors sujet, là. Ensuite, le biais du monde juste. Ça, c'est la tendance à croire que les gens méritent ce qui leur arrive, car le monde est juste. Donc, le fameux karma. Donc, c'est quelque chose qu'on dit souvent. C'est une façon de se sécuriser parce qu'on se dit, si je fais une bonne vie, il n'y a rien de mal qui va m'arriver. Malheureusement, ça ne marche pas toujours comme ça. On peut tomber malade, etc. Mais notre cerveau a tendance à se dire que si quelqu'un lui arrive quelque chose, il a fait quelque chose de mal. Alors, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun lien. Peut-être qu'il a fait quelque chose de mal, mais je veux dire, c'est pas de lien. Surtout quand on entend, genre les bonnes personnes qui s'en vont, pourquoi lui n'est pas parti alors qu'il a fait une mauvaise vie, on peut dire. C'est un excellent exemple. Donc, c'est une expression qu'on entend. Donc, ça vient de notre cerveau qui a cette tendance à se dire, le monde est juste. Si ça arrive, c'est qu'il y a une justice. Ou bien, t'en fais pas le mot que tu disais, karma, le karma va te rattraper. Hein? C'est ça, c'est ça. Donc, c'est sûr que si on se met à voir du karma, bien, on va associer des choses qui n'ont pas nécessairement des liens. Donc, c'est notre cerveau qui fait ça, finalement. Maintenant, on passe avec le biais de négativité. Ça, c'est accorder plus d'importance aux choses négatives. S'en souvenir plus. Tu sais, on en connaît des gens qui sont dans le négatif. On dirait qu'il y a toujours un petit nuage gris au-dessus d'eux. Tu sais, c'est pas de leur faute, ils sont comme ça. Et ils vont retenir seulement le négatif. C'est difficile de leur faire voir le positif de la vie, des situations. Un exemple, c'est la météo. Si vous avez une activité qui est annulée à cause de la météo, de la pluie, vous allez vous en souvenir longtemps. Dans votre tête. Ou si la météo se trompe, vous allez vous partir avec l'idée, c'est ça, la météo se trompe tout le temps. C'est notre cerveau qui a une petite tendance négative, des fois, à porter attention. Ça peut même aussi nous rendre anxieux. On anticipe le futur, puis là, on se dit, bon, ben ça va mal, ça va aller mal plus tard. Tu sais, on peut être dans une espèce de spirale négative aussi. C'est une tendance du cerveau à faire ça, malheureusement. On va virer les choses à l'endroit, on va aller vers le biais d'optimisme. Exactement. Oui, c'est optimiste. Exactement. Ça, c'est l'inverse. Il y a des gens, c'est l'inverse, sont très optimistes. Et des fois, on peut être trop optimiste. Hein? On n'est plus dans le réalisme, on est trop, un peu dans le déni même. C'est des gens qui se sentent moins à risque que les autres. Donc, malheureusement, par exemple, ils vont prendre la route en prenant de l'alcool, ils vont texter au volant parce qu'ils sont convaincus qu'ils sont capables. Ça ne m'est jamais arrivé, ça ne m'arrivera jamais. Tu sais, ils se disent, ça arrive aux autres. Moi, je suis capable de conduire en étant, après quelques bières, je suis capable de conduire en textant. Alors que c'est faux, là. On n'a pas l'attention, je veux dire, c'est scientifiquement prouvé. Mais il y a quand même des gens, et beaucoup de gens, qui textent au volant, malheureusement, parce qu'ils se pensent au-dessus de ça. Ils pensent que ça arrive juste aux autres. Et c'est malheureux parce qu'exemple, au niveau de la conduite automobile, bien, il y a d'autres personnes impliquées. C'est des gens qui n'ont rien demandé. Donc, il faut faire attention. C'est bien d'être optimiste dans la vie, mais pas d'aller dans l'excès de confiance non plus. Alors maintenant, vers l'omission. Le biais de mission, c'est la tendance à croire que créer un tort par l'action est pire qu'une inaction. Un bon exemple, c'est au niveau de la vaccination des enfants. Il y a des parents qui trouvent que c'est un choix difficile. Tout médicament, vaccin, il peut avoir certains effets secondaires. C'est minime, mais ça peut arriver.
Et il y a des parents qui ne sont pas capables de faire vacciner leur enfant parce qu'ils se disent, admettons que mon enfant, il attrape ce fameux effet secondaire rare-là, je ne me pardonnerai pas. Même si statistiquement, l'enfant a beaucoup plus de chances d'avoir des effets secondaires graves en attrapant, par exemple, telle maladie en n'étant pas vacciné. Statistiquement, je veux dire, il n'y a aucune comparaison. Il y a beaucoup moins de risques de prendre un vaccin que d'attraper une COVID, telle maladie, en n'ayant pas de vaccin. Mais il y a quand même des gens, ils ont c'est ce fameux biais-là, ils se disent, OK, s'il pourrait arriver quelque chose, ils sont conscients là, que leur enfant est plus à risque de ne pas être vacciné, mais ils ne veulent pas se sentir responsables, entre guillemets. Même si ce n'est pas une question de se sentir responsable. J'imagine que là-dedans, il peut y avoir des études bâclées qui peuvent t'amener justement à ces biais d'omission-là, comme par exemple celui du, je ne sais plus si c'était un médecin là, qui avait dit que le vaccin contre la rougeole rendait les enfants, c'était quoi? Au niveau de l'autisme, ouais, puis là, ça a été évidemment... Puis là, tu as des éclosions, la rougeole revient en force. Effectivement, puis bon, évidemment, ça a été prouvé là, que ça ne donne pas l'autisme, mais les gens sont restés avec cette idée-là, et évidemment, tu parles des conséquences très graves, la rougeole, mais il y a des gens qui se disent, ouais, mais si je le fais vacciner, puis c'est resté dans leur esprit. C'est le fameux biais de mission. Il y a mieux pas agir. Ils se disent, je ne me sentirai pas responsable, même si statistiquement, c'est plus sain, c'est plus sécuritaire de prendre le fameux vaccin. Un autre exemple de ça, c'est de biais de mission. C'est vous êtes dans une pièce, il y a des blagues racistes, vous n'êtes pas du tout d'accord ou des propos homophobes et vous dites rien. Parce que vous vous dites, ben c'est pas moi qui ai dit. Je vais juste rien faire. Donc, c'est une tendance qu'on a. Puis là, on est encore dans le biais d'acceptabilité. Oui, bien justement. On fait les liens, hein? Oui, c'est ça. Il y a des biais qui viennent se rejoindre. Souvent, dans une situation, là, il y a beaucoup de biais qui entrent en ligne de compte. C'est ça qui est intéressant. Maintenant, le biais de statu quo. On reste sur nos idées. Tendance à laisser les choses telles qu'elles sont, considérées moins risquées. On est un peu dans le même style de ce que je viens de dire par rapport à la vaccination, tout ça. Donc, on a nos habitudes. Par exemple, il y a des gens qui ne changeront jamais leur menu au restaurant. Ils aimeraient goûter des nouvelles choses, mais ils disent « Ouais, mais des fois, c'est pas bon. Non, non, je vais y aller avec une valeur sûre. » Donc, il y a des gens qui osent jamais. Je l'ai des fois, ça. Non, mais on a tous une tendance. Ben oui, on a tous une tendance où il y a des gens qui sont très malheureux en couple, mais ils se disent il y a mieux laisser ça demain, même s'ils ne sont pas heureux du tout, qu'oser un changement. Ou ils ne sont pas bien dans leur travail, ils vont laisser ça comme ça. C'est une tendance, c'est normal, on a besoin de se sentir en sécurité. Celui qu'on a déjà parlé dans une émission précédente, l'effet Barnum. Donc, l'effet Barnum, comme je disais, les horoscopes, on voit une description générale. « Ah, mon Dieu, ça me ressemble. » En publicité, c'est beaucoup utilisé. Ils viennent nous chercher. Vous êtes une personne qui réussissait dans la vie. Il vous faut telle paire de souliers, telle voiture. Ils viennent nous chercher parce qu'on se dit « Ben oui, c'est moi. » Tu sais, on s'identifie à ce qu'on voit à l'écran. C'est un bon exemple de l'effet Barnum. Effet boomerang, c'est quoi ça? C'est le fait d'agir sur quelqu'un. En fait, on pense agir sur quelqu'un, mais on a l'effet contraire. Ça, on le voit beaucoup dans le conspirationnisme. Si vous discutez avec une personne qui est beaucoup dans le conspirationnisme, vous lui présentez des arguments logiques, il y a des chances que ça va produire l'effet contraire, puis elle va être encore plus renforcée dans ses idées conspirationnistes. C'est une drôle de phénomène. C'est pour ça qu'ils ont donné un nom, l'effet boomerang, ou la radicalisation. Si une personne est radicalisée, si on la confronte, il y a des bonnes chances qu'elle se radicalise encore plus, malheureusement. Pas tout le monde, ça dépend des gens. C'est l'espèce d'effet boomerang. C'est qu'on n'a pas du tout l'effet qu'on espère. En fait, c'est totalement l'effet contraire. Puis moi, je l'ai vécu avec une personne, je lui ai apporté des arguments, des études, des arguments logiques. Et la personne, à la fin, est encore plus convaincue de ses idées. Après, j'ai juste arrêté d'essayer d'argumenter avec une personne. Tu sais, il y a des gens qui ne sont pas ouverts aux idées, ils ne sont pas ouverts à l'argumentation. Après, j'ai juste... Ça fait penser un petit peu que ceux qui croient que la Terre est plate, que quand tu es rendu, que la personne, elle va risquer sa vie pour essayer de prouver à tout le monde que la Terre est plate. Effectivement. Qu'elle va mourir à cause de ça. Hein. Effectivement. Ouais. On est vraiment dans un phénomène moi, comme ça. Elle a eu justement l'effet boomerang. Quelqu'un a essayé de la... Ben non, c'est pas...
Je vais te le prouver, moi. C'est ça, en Ouais. réaction, ça fait l'effet, la personne va se mettre à risque. Donc, oui, effectivement, c'est un bon effet, un bon exemple d'effet boomerang. Pygmalion, ça c'est particulier comme mot, c'est quoi ça? Pygmalion, c'est le fait de croire au potentiel d'une personne. Ça peut avoir un impact. Par exemple, un prof qui croit en son élève. On a vu des cas, un élève en difficulté, mais il a tombé à un moment donné sur un professeur qui l'a pris sous son aile et l'élève s'est mis à performer parce que ça lui transmettait une certaine confiance. On peut le voir dans une relation de couple. Si vous êtes dans une relation que votre conjointe vous encourage beaucoup, il y a des chances que vous réussissez davantage que si vous êtes toujours rabaissé, bien, vous essayerez probablement même pas si vous êtes toujours rabaissé. Donc, l'effet Pygmalion, c'est vraiment un phénomène qu'on a observé, qu'on peut avoir un impact sur la vie des gens. Là. Il y en a un auteur, compositeur d'ici, que j'ai l'impression, on pourrait dire, qu'il utilise l'effet Pygmalion dans sa chanson, là, Alexandre Poulain, si tu connais. Là. Non, je ne connais pas. Là, je me rappelle plus du titre de la chanson, là, mais c'est justement sur un enfant qui a de la misère avec l'écriture, puis son prof réussit à le pousser, puis dans le fond, il finit par devenir écrivain. Tu sais. Ben, il y a des beaux... Je me rappelle plus du titre de chanson. Là. Il y a des beaux exemples comme ça dans la vie. On peut vraiment changer la vie d'une personne simplement en encourageant la personne. Effet de répétition. Ça, c'est croire qu'une information est vraie, plus elle est répétée. Par exemple, le froid donne la grippe, donne le rhume et la grippe. Donc, le rhume, la grippe, c'est un virus. Oui, si on a froid, on ne fait pas attention, on va affaiblir notre système immunitaire et être plus sujet à attraper des virus, etc. Parce que si le froid donnait la grippe, le rhume, on s'entend que les gens dans les pays nordiques... On est mieux d'aller vivre en Floride. Parce que là, il y a eu des grosses grippes. La grippe espagnole, on s'entend que c'est pas le pôle Nord. Donc, c'est pas lié au froid, mais c'est sûr qu'on va affaiblir notre système immunitaire si on se promène dehors en t-shirt l'hiver. Mais c'est tellement répété que les gens... je l'entends, moi, j'ai un refroidissement. Les gens ont clairement un rhume. Ils me disent, j'ai un refroidissement. Puis là, ben non, t'as un virus. C'est un virus que tu as. Non, c'est un refroidissement. C'est très difficile parce que ça a été répété souvent. Autre chose qui a été répétée souvent, la théorie des races humaines. On sait aujourd'hui, biologiquement, il y a une race humaine. Il n'y a pas de différence parce que la couleur de peau est différente. Mais il y a encore des gens qui pensent qu'il y a des différentes races. Parce que ça a été répété. Même si la science dit le contraire, ils vont continuer de le croire. Parce qu'ils vont préférer une information répétée à une information nouvelle. Donc, c'est une tendance aussi du cerveau. Même si la science peut le prouver. Effectivement. Effet de halo. Ça, c'est se laisser influencer par une première impression. Exemple, lors d'une embauche, ça a été prouvé que les personnes très jolies ont plus de chances. C'est ridicule. Et je ne parle pas nécessairement d'emploi où tu travailles avec le public, où l'apparence est importante. Je parle d'emploi de bureau. Une personne de belle apparence a plus de chances de réussir dans la vie. Les choses vont être plus faciles pour elle dans certains domaines. C'est parce qu'on a un biais. On voit une belle personne, et on va se dire, c'est une personne qui réussit ou qui va réussir. Ça n'a aucune logique. Ou, par exemple, on va acheter une marque parce qu'une célébrité représente cette marque de café-là. Ça ne veut pas dire que c'est meilleur, mais on va l'acheter pareil. On l'a vu à la télévision. Nespresso. Oui, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête. Donc, c'est notre cerveau qui a des premières impressions. On va voir quelqu'un avec des lunettes et déjà, ça va donner un air intellectuel, ça va donner un air plus sérieux, plus crédible. Il y a juste des lunettes. C'est notre cerveau qui est fait comme ça. Les illusions de fréquence. Ça, c'est la tendance à remarquer une chose qui se reproduit et se tromper sur la fréquence. Quand on se met à remarquer quelque chose, après, on a l'impression que ça arrive tout le temps. C'est juste qu'on la remarque plus souvent. Par exemple, je reviens aux conspirationnistes. On s'est mis à dire que le vaccin, il y avait des morts subites. Et là, on mettait des vidéos d'athlètes qui meurent subitement, de personnes qui s'écroulent subitement. C'est le vaccin. Mais il y en a toujours eu. C'est parce que les gens ne remarquaient pas, mais des gens qui s'écroulent subitement, des morts subites, il y en a toujours eu.
Mais si tu te mets à porter attention à ça, tu vas en trouver. Tu sais, si tu te mets à chercher sur Internet mort subite, tu vas te dire, mon Dieu, il y en a donc bien. C'est juste notre cerveau finalement, qui veut croire ça. Ou par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent, il y a tellement de catastrophes naturelles, c'est certain que c'est la fin du monde qui s'en vient. Il y en a toujours eu. Parce que maintenant, avec Internet, s'il y a une catastrophe, 5 minutes après, c'est sur Twitter. Donc, tu as l'impression qu'il y en a partout, mais c'est parce qu'avant, c'était plus difficile. Là, Bien ça, il y en a toujours eu, mais on n'était jamais en mesure de pouvoir en parler ou rapidement, en tout cas. Exactement. Donc, c'est l'espèce d'illusion de fréquence. Si vous portez attention à quelque chose, c'est sûr que vous allez en voir plus souvent qu'avant. Le prochain, j'imagine, c'est parce que c'est la personne qui en a parlé en premier, l'effet Dunning-Kruger. Oui, effet Dunning-Kruger ou l'effet de surconfiance. Honnêtement, je ne sais pas d'où vient le nom. Mais je l'ai mis en avant-dernier parce que c'est un qui me fait le plus rire. Et c'est parce que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et on le voit beaucoup. C'est les personnes les moins compétentes surestiment leurs compétences et les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Donc, pendant la pandémie, encore une fois, on a vu un phénomène où des scientifiques réputés se remettaient beaucoup en question, disaient « on n'a pas assez d'informations, c'est l'information actuellement, mais on ne sait pas si ça va changer. » Et de l'autre côté, tu avais des pseudo-experts qui n'avaient aucune étude dans le domaine, qui avaient des certitudes. Ils savaient tout. Ouais, ça, c'est vrai qu'on en a en masse. Ça fait que tu avais des pseudo-experts qui se filmaient dans leur voiture, qui avaient aucune, tu sais, qui avaient peut-être l'équivalent d'un cours de biologie de secondaire 2, qui argumentaient sur des consensus d'experts qui ont consacré leur vie dans des domaines, qui ont des doctorats dans des domaines. Évidemment, ça arrive que les experts se trompent. Mais généralement, quand il y a des consensus, il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites. Je veux dire, il y a de la science. Donc, moi, je ne m'aventurerais pas à aller parler d'une étude en ingénierie. Je n'ai aucune connaissance là-dedans. Mais on a vu pendant la pandémie, les gens les plus compétents doutaient beaucoup d'eux-mêmes, n'osaient pas s'avancer, parce que la science, c'est ça, les connaissances changent tout le temps. Et tu avais des gens qui connaissaient absolument rien du domaine. Et d'ailleurs, moi, ce qui m'a fait rire, c'est que les pseudo-experts en COVID, après, c'est devenu les pseudo-experts en changement climatique, après, les pseudo-experts en conflit Ukraine-Russie, après, les pseudo-experts, c'est tout le temps les mêmes. Tu sais, je veux dire, les mêmes personnes qui ont une espèce d'excès de confiance, qui ont des expertises soudainement dans tous les domaines. Ça prend une vie pour développer une expertise. Bien, on le sait, là, tu sais. Mais ça, sur Internet, le phénomène, on l'a vu beaucoup. C'est les gens, en fait, qui ont toujours raison. Ils ne se remettent pas en question, ils connaissent tout. Ce billet-là, avec cet exemple-là, vient rejoindre, je pense, 2 autres billets qu'on a parlé tout à l'heure. Ça me fait ça, moi aussi, quand on parle de biais, là, je fais des liens avec d'autres. Mais pour ce qui est des scientifiques, c'est sûr, la science, elle évolue tout le temps. Quand il y a des choses nouvelles, ben, comme tu disais, ils ont leurs données actuelles, mais ça leur en prend d'autres pour pouvoir confirmer quelque chose. Comme on disait, comme je ne sais plus qui disait, on construit un avion en plein vol durant la COVID, et les gens disent, ils ont menti, mais en fait, oui, le gouvernement n'a pas été transparent sur bien des choses, mais au niveau de la science, c'est ça, la science, ça change. Oh, une autre étude sort, on s'est trompé. C'est normal, ouais. C'est pas le fait de cacher, c'est ça la science. Ça a toujours été ça. Là. Puis pour en revenir avec la COVID, mettons, ben c'est sûr, tu sais, c'est facile d'argumenter une fois que tout est passé. Hein. Avec le recul, là, c'est vrai qu'on aurait dû mieux faire beaucoup de choses durant le COVID. Il y a beaucoup de choses qui ont été mal faites, mais avec le recul, c'est sûr, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est ça, c'est un peu l'effet qu'on a vu beaucoup sur Internet, l'effet de surconfiance. Pour terminer, le billet d'angle mort. Je l'ai mis à la fin parce que c'est sûr qu'en lisant les billets, on voit des gens. Moi, je vois des gens, je vois les réseaux sociaux. J'en ai vu plein, moi, là-dedans. Oui, on identifie des gens et on ne se voit pas en premier, mais ça, c'est un biais. Le biais d'angle mort, c'est le fait de penser que les gens ont plus de biais que nous-mêmes. Que nous, on est un peu... on en a, mais pas tant que ça. C'est vrai que c'est possible qu'on en a moins que les autres. C'est bien possible. Mais il ne faut pas oublier que l'humain aime se sentir supérieur, aime se sentir spécial. Parce que la majorité, il y a des études, la majorité des humains se sentent supérieurs à la moyenne. Mais ça ne fait pas de sens parce qu'il y a une moyenne, donc ça ne peut pas être la majorité qui sont au-dessus de la moyenne. Donc, c'est l'humain qui a une tendance à vouloir être spécial. L'humain n'aime pas se remettre en question.
L'humain n'aime pas avoir tort. L'humain a de l'orgueil. Donc, on en a tous. Mais déjà, si vous avez pris le temps d'écouter l'émission, je suis convaincue que dorénavant, vous allez reconnaître les biais autour de vous. Et si vous avez des biais, moi, depuis que je m'intéresse au sujet, je me rends compte que oui, j'en ai des biais. Puis j'essaie de travailler dessus parce que là, j'y vois. Là, on prend plus... c'est une tendance du cerveau, il ne faut pas non plus se taper la tête. Là. Je veux dire, on est tous comme ça. Ça ne se fait pas, c'est un peu inconscient, machinal. Mais vous ne verrez plus le monde de la même façon, surtout sur les réseaux sociaux, en ayant en tête les biais. En tout cas, à 180, c'est sûr qu'on en a plus que 2-3. Effectivement. Donc, si le sujet vous intéresse, biais cognitifs, vous allez voir les listes. Il y a des listes pour le travail, pour les relations interpersonnelles. Donc, c'est très, très intéressant. Faites une belle petite recherche. Oui. Merci beaucoup pour cette capsule. Et on se revoit la semaine prochaine. Ça fait plaisir.